D'abord, merci de nous accueillir pour ce petit moment ensemble rapide, hein, une demi-heure. On va essayer de faire un petit peu le tour de la question. Merci de nous accueillir pour cette rencontre sur ce thème de la relocalisation industrielle, hein, qui est un thème qui est revenu au premier plan d'actualité, on le sait, ces derniers mois avec la crise de la Covid. Hein. Une crise qui a montré combien malheureusement l'Europe, sur plein de secteurs et dans de nombreux domaines, notamment, on l'a vu dans le domaine de la santé, dans le domaine des vaccins, dans le domaine des précipités médicamenteux, mais dans le domaine aussi peut-être des nouvelles technologies, on va en parler. Cette Europe est devenue beaucoup dépendante d'autres pays. Et pour parler de relocalisation, il faudra bien poser la question un petit peu qui fâche peut-être. Est-ce qu'on a été trop loin dans les délocalisations? On verra ça avec nos intervenants. Alors, on ne peut pas effacer le fait qu'il y ait une vraie prise de conscience politique, hein, désormais de cette dépendance, une vraie prise de conscience politique que la mondialisation finalement n'était pas si heureuse que cela, surtout en période de crise. Est-ce qu'elle a un côté déloyal ou pas? On verra ça avec Serge Guillon tout à l'heure. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a vraiment, depuis quelques mois, une vraie prise de conscience des Européens, hein, qu'il fallait tout simplement se réarmer sur le plan industriel. Alors, je vais faire une petite question un petit peu provocatrice, bon, mais ça, c'est mon côté journaliste. Est-ce que finalement, c'est un petit peu la fin de l'Europe, oui, sur le plan industriel, vis-à-vis notamment de la Chine, vis-à-vis des Américains? Est-ce qu'on a arrêté un petit peu d'être les gentils garçons, les gentilles filles du village global? Alors, pour débattre de ce sujet, donc normalement, 4 intervenants. Je ne sais pas si Serge Guillon est actuellement connecté. Peut-être qu'il va se connecter dans quelques instants. En tout cas, Grégoire Chauvière-Le Drian de la Banque européenne d'investissement. Bonjour Grégoire. Bonjour Stéphane. Alors avec vous, on verra tout à l'heure l'approche un petit peu d'un dirigeant d'une institution financière dans les instruments de financement européen, hein, ce que vous réalisez effectivement pour travailler sur ce dossier de relocalisation. Lila Merabé, bonjour. Je ne sais pas si je vous entends, Lila. Bonjour. Alors, Lila Merabé, est-ce que vous m'entendez? Lila Merabé est-elle connectée? Je crois que Lila a des petits problèmes de connexion. Bon, alors, on va attendre que Lila se connecte. Et puis, alors, Bruno Nicolas, bonjour. Vous êtes directeur d'Actemium, hein, qui fait partie du groupe Vinci. Hein, et avec vous, on verra un petit peu votre position et surtout les points de vue, le point de vue d'un offreur de solutions pour bon nombre d'entreprises sur la relocalisation. Alors, ce que je vous propose peut-être avec vous, Grégoire Chauvière-Le Drian, c'est que vous nous expliquiez un petit peu quelle est l'approche. Je vois que Serge Guillon vient de se connecter. Bonjour Serge. Toutes mes excuses pour la petite difficulté. Pas de souci. Bon, très bien Serge. Je vous présente donc ancien secrétaire général des affaires européennes sous Jean-Marc Ayrault et directeur pédagogique du cycle des études européennes de l'ENA. Et surtout, vous êtes auteur d'un rapport il y a quelques années avec Yvon Jacob, l'ancien président du CNPF, hein, sur le thème « En finir avec la mondialisation déloyale ». Peut-être qu'on va démarrer avec vous, Serge Guillon, par une question. Est-ce que aujourd'hui, je le disais dans mon propos introductif, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une vraie prise de conscience des politiques des Européens sur la nécessité de relocaliser un certain nombre d'industries en Europe parce qu'on était trop loin dans la délocalisation? Oui, il y a une prise de conscience, mais elle est très ancienne, cette prise de conscience. Les questions industrielles ont été à l'origine de débats dès les discussions sur le traité de Rome, et ensuite ces débats n'ont cessé pendant de nombreuses années autour de la question de l'opportunité d'une politique industrielle ou pas. On a eu une vraie politique industrielle, mais qui était à caractère sectoriel en faveur de secteurs en crise. Aujourd'hui, on peut effectivement dire, pour répondre à votre question, qu'il y a une prise de conscience accrue qui est imputable à une concordance, une concomitance d'événements majeurs au début des années 2000 qui ont favorisé ces délocalisations. Premièrement, l'entrée de la Chine l'entrée de la Chine à l'OMC. Deuxièmement, l'élargissement de l'Europe aux pays de l'Est. Troisièmement,
généralisation de la distinction entre origine et provenance qui est imputable aux nouvelles chaînes de valeur au sein du monde et donc de cette évolution de la mondialisation. Ça avait favorisé donc des délocalisations, soit des délocalisations extérieures à l'Union européenne, soit des délocalisations internes à l'Union européenne, de l'ouest vers l'est. Ce qui caractérise la situation de la France à cet égard, c'est que la France a connu le double mouvement de délocalisation à l'extérieur de l'Union européenne et à l'intérieur de l'Union européenne, ce qui est une spécificité de notre pays. Directement Bruno Nicolas. Donc Bruno, je rappelle, vous êtes directeur d'Actemium, du groupe Vinci. C'est un groupe qui offre beaucoup de solutions de réindustrialisation, de relocalisation aujourd'hui en Europe. Expliquez-nous un petit peu concrètement au quotidien comment vous travaillez pour effectivement attirer de nouveau des entreprises qui se sont délocalisées pour qu'elles reviennent en Europe et qu'elles reviennent aussi sur le territoire français. Pour répondre à cette question, je crois qu'on peut essayer, en complément de ce qu'a dit Serge Billon, de rappeler toutes les raisons de la désindustrialisation en Europe, d'identifier ainsi les paramètres qui ont évolué et de voir si cette tendance affichée de relocalisation est une réalité ou bien une mode ou une utopie. Alors, les décennies de désindustrialisation depuis l'industrie 2.0 ont été évidemment très différentes selon les pays de l'Union européenne, en fonction de leur politique, de leur situation. L'Allemagne a soutenu son industrie, la France a cru dans les services, mais elles trouvent finalement toutes leurs racines dans les exigences de compétitivité, dans la nécessité de produire à des coûts plus bas dans une mondialisation croissante. Et c'est ce qui a provoqué les transferts industriels vers des pays low cost, d'abord assez proches, en Europe de l'Est ou en Afrique du Nord, puis plus loin, vers l'Asie du Sud-Est. Et cette tendance, elle a été amplifiée par des impératifs de production locale dans ces pays, dans des pays qui étaient jusqu'alors peu industrialisés et qu'ils sont devenus. Aujourd'hui, finalement, la conjonction de 5 facteurs. D'une part, la diminution du gradient de coûts de production. L'augmentation du coût de la main-d'œuvre a été plus fort dans les pays dits low cost. L'évolution des technologies, en particulier de tout ce qui tourne autour de la robotisation, qui gomme finalement les écarts de productivité. L'urgence climatique, avec la nécessité de s'orienter de plus en plus vers une économie raisonnée, vers une économie durable. Les mesures de soutien public, il y en a, et France Relance a un volet relocalisation. Et évidemment, c'est d'actualité, les nouvelles tendances de souveraineté économique qui ont été largement amplifiées par cette crise sanitaire. Tous ces facteurs et toutes les évolutions de ces facteurs y rendent les perspectives de relocalisation industrielle en Europe bien réelles. Alors, c'est vrai, j'ai regardé encore hier les courbes, les tendances, ce n'est pas encore très visible, mais personnellement, j'y crois. Nous y croyons et nous proposons effectivement aux industriels des solutions automatisées qui permettent de relocaliser la production en Europe. Bruno, est-ce que vous avez quelques exemples concrets aujourd'hui de dossiers sur lesquels vous travaillez? Alors, je vais en citer trois domaines différents. D'abord, quelque chose d'une ampleur très inhabituelle. C'est la localisation globale des gigafactories en Europe pour la production des batteries des véhicules électriques qui seront vendus en Europe. Vous savez, au global, il y a, je ne sais plus si c'est 18, 19 ou 20 projets en cours, plus de 50 milliards d'euros d'investissement dans les quelques années qui viennent et qui vont générer à l'horizon, à la fin de la décennie, un marché annuel de 45 milliards d'euros, un marché nouveau, et qui vont faire passer, et ça c'est vraiment une première, les parts de marché mondiales de l'Union européenne de 3% aujourd'hui à 28% en 2028. Ce seul exemple montre que cette tendance que l'on croit inexorable à la délocalisation, elle peut s'inverser. Mais il y a aussi d'autres exemples dans d'autres domaines. Par exemple, quand je prends la production des principes actifs pour l'industrie pharmaceutique, on peut citer 2 exemples qui ont eu le support de France Relance.
Un qui a été très médiatisé, c'est Sequence, qui a inauguré en août un atelier de principes pharmaceutiques sur le site de Villeneuve-la-Garenne et qui a annoncé en parallèle un investissement de près de 50 millions d'euros pour son laboratoire R&D à Porcheville et pour ses usines. Alors, je ne sais plus, il y en avait dans les Yvelines et en Rhône-Alpes, avec à la clé la création d'une 60aine d'emplois. Et puis, plus petit, mais on trouve beaucoup de petits exemples comme ça. Bien, le financement à 50% par France Relance du projet de l'entreprise Holopharm permet de relocaliser la production d'excipients stratégiques pour les produits pharmaceutiques en Normandie. Et ces produits, ils n'étaient plus à ce jour développés ni en France, ni dans aucun pays européen. Donc ça, c'est une vraie tendance. Et le troisième domaine, c'est une relocalisation que je considère un peu emblématique dans un secteur qui a été complètement décimé, celui du textile. Fashion Cube, vous ne connaissez peut-être pas, mais Fashion Cube réunit les marques de textile de la galaxie muliaise, Graine Malice, Jules, Pinky et j'en oublie. Et donc Fashion Cube va produire des jeans dans une nouvelle usine près de Lille d'ici la fin de l'année. Et c'est une relocalisation avec un investissement relativement important, 3,5 millions d'euros, dans une usine qui sera respectueuse de l'environnement, qui produira des jeans qui contiendront 20% de fibres recyclées et qui emploiera à terme une centaine de salariés pour une production, je crois, de 400 ou 500 000 jeans par an. Donc oui, les paramètres sont là pour la relocalisation et on commence à avoir des exemples très concrets. Je vous invite à visiter le site France Relance et vous verrez qu'il y a aujourd'hui 150 ou 160 projets en cours. Message d'optimisme de Bruno Nicolas. Serge Guillon, je reviens vers vous. Tout à l'heure, vous nous avez parlé effectivement de l'Europe qui finalement avait une prise de conscience depuis déjà plusieurs années concernant la réindustrialisation. Mais on a envie quand même de vous poser une question. Est-ce que finalement, vu de l'extérieur, l'Union européenne, est-ce que finalement, cette union de 27 États, ça n'est pas un frein quelque part à une relocalisation des industries sur notre territoire? Ça fait effectivement… Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Vous m'entendez? On vous entend. Ça fait effectivement partie des critiques qui sont faites à l'Union européenne. C'est vrai que la construction économique européenne, c'est une construction économique en ce qui concerne l'industrie, qui a privilégié le consommateur. On a eu deux attitudes différentes entre le secteur agricole et le secteur industriel. Sur l'agriculture, l'Union européenne a privilégié les producteurs et a mis en place toute une série d'outils pour conserver une agriculture européenne et une indépendance stratégique européenne dans la production agricole. Ça s'est traduit par toute une série de mécanismes. En revanche, en ce qui concerne l'aspect industriel, beaucoup de politiques sont des politiques qui ont affirmé cette préférence pour le consommateur. La politique de la concurrence, c'est une politique qui cherche, en luttant contre les ententes illicites, à éviter des surprix pour les consommateurs, c'est-à-dire des sortes d'impôts privés. Si on prend la politique commerciale extérieure, c'est une politique de libéralisation et d'ouverture parce que ce qui compte, c'est que le consommateur paye le produit au meilleur prix, y compris si c'est le prix d'un produit qui est importé. Et si on prend également le marché intérieur et la politique de normes, c'est une politique d'harmonisation par les techniques et non pas par la fiscalité, par les conditions sociales, etc. Donc, ces critiques sont des critiques fortes qui portent et qui expliquent qu'aujourd'hui, on a sur la table de discussion un certain nombre de débats et de propositions pour faire évoluer. Aujourd'hui, c'est effectivement devenu un véritable sujet. Est-ce que nos propres choix européens n'ont pas été à l'origine des difficultés que nous avons connues et de la désindustrialisation qui a été connue par un certain nombre de pays européens?
Alors écoutez, Lila Merabé, bon, je pense que cette fois on a bien retrouvé, on vous entend Bonjour. bien, c'est parfait. Bonjour. Désolée. Bon, il n'y a pas de souci. J'ai dû changer d'appareil, je ne sais pas. Bon, il n'y a pas de souci. Alors, je rappelle, Lila, que vous êtes élue de la région Grand Est, vous travaillez effectivement sur les relocalisations, les stratégies régionales, un petit peu de sécurisation, de relocalisation des entreprises. Expliquez-nous un petit peu les régions, on en parle en ce moment, on est en pleine élection, mais comment vous travaillez au quotidien pour relocaliser des entreprises, d'autant que c'est une région transfrontalière? Et absolument, c'est une question en fait que nous avions essayé de traiter depuis un certain nombre d'années, et à l'aune de la crise sanitaire et ses incidences économiques, nous avons trouvé finalement une opportunité pour traiter cette problématique et adresser ce questionnement-là aux dirigeants. Nous avons vu durant le premier confinement, effectivement, j'allais dire la raréfaction d'un certain nombre de matériaux, de livraisons. Aujourd'hui, les choses se posent différemment, mais en tout cas, à cette période-là, la question des approvisionnements s'est posée. Et moi, j'ai choisi assez rapidement de ne pas poser la question des relocalisations au titre de ce que peuvent être le fait de déménager une industrie de quelque part dans le monde et de la ramener. Je pense que c'est un pari, j'entendais tout à l'heure ce qui se disait sur le textile, tout à fait intéressant. Ça se joue, je dirais, aussi dans une démarche de filière, mais nous, dans les compétences qui sont les nôtres, j'allais dire, et de voir comment est-ce que l'on peut avoir l'input et pas seulement d'être en accompagnement, j'avais proposé qu'on travaille sur la relocalisation des approvisionnements. Et dans ce cadre-là, nous avons proposé à des entreprises, des PME, des filiales de grands groupes et des ETI, d'aller les voir avec des spécialistes du domaine et de screener leurs achats. Et on s'est rendu compte d'abord que les stratégies d'achat, elles n'étaient pas globalisées toujours dans les entreprises, et donc de regarder aujourd'hui où se produisaient leurs achats et si leurs sous-traitants étaient aujourd'hui, j'allais dire, fragilisés parce que peut-être concernés par un monomarché. Donc on a fait cette lecture et donc ça nous a permis d'avoir une notation du risque lié à leur sous-traitance. Et puis, parallèlement, nous leur avons proposé de la substitution de sous-traitance régionale, nationale, européenne. Alors évidemment, ce n'est pas une démarche qu'on a faite contre une autre région. C'est lorsque les sous-traitances et les approvisionnements étaient relativement éloignés dans le monde, et on peut imaginer l'Asie du Sud-Est notamment, on s'est dit qu'il y avait une possibilité pour nos PME et nos TPE et nos ETI en région et en France de pouvoir apporter lors des prochaines consultations une capacité, j'allais dire, de répondre à des consultations et donc à des appels d'offres. Et donc, nous avons parallèlement fait cette étude des achats et de leur capacité à trouver de nouvelles possibilités de sous-traitance. Et nous avons identifié un réseau de sous-traitants qui parfois ne sont pas allés se positionner sur des marchés, soit par méconnaissance, soit par un peu de distanciation. Et donc, nous avons fait ce rapprochement et parallèlement, nous avons choisi à ces sous-traitants de rentrer dans un programme d'industrie du futur pour accroître et accélérer leur compétitivité. Et donc, nous avons d'un côté des entreprises acheteuses qui sont aujourd'hui plus concernés, ou en tout cas qui se sentent plus concernés par cette problématique et qui ont vu leur capacité aussi de travailler sur une espèce de Small Business Act et de se dire que sur un territoire, on pouvait être gagnant ensemble, puisqu'on le sait bien, la compétitivité génère de la compétitivité, mais d'un autre côté, de voir les sous-traitants pour leur demander d'accélérer leur compétitivité, leur modernisation et de faire en sorte qu'ils puissent se rencontrer. Donc, à titre d'illustration, j'ai fait un premier prototype à l'été dernier pour une douzaine d'entreprises. Et déjà, sur ce panel-là, on a eu une capacité de relocalisation des approvisionnements estimée à 44 millions d'euros. Donc, c'est tout à fait, j'allais dire, significatif. Et donc, ça nous a amené désormais à accélérer et à rentrer tous les mois de nouvelles entreprises qui rentrent dans ce schéma. On fait un diag et on screen, en gros, leurs achats. On regarde pour les achats à très grande distance si les sous-traitants ne sont pas en fragilité et comment est-ce que l'on peut faire pour trouver des sous-traitances en région, en France, en Europe, pour essayer de rentrer dans cette dynamique de Small Business Act et puis on accélère la modernisation des sous-traitants potentiels. Voilà un petit peu comment on a fait les choses en Grand Est. Lila, je voulais savoir comment vous travaillez avec des régions frontalières, le Bade-Wurtemberg, de l'autre côté. Est-ce que vous travaillez en connexion? Est-ce que vous travaillez sur des dossiers communs avec une vision européenne plus qu'une vision transnationale? Alors, je pense qu'on peut progresser dans ce cadre-là. Les sujets sur lesquels, parce que vous avez vu que pendant les confinements, il y a eu des décisions de fermeture de frontières de manière très unilatérale et assez brutale. Parallèlement, il y a eu aussi des malades français qui ont été pris en charge dans le BAD, dans la Sarre et dans la Rhénanie-Palatinat, par exemple. Donc là, notre région est frontalière avec la Belgique, le Luxembourg, la Sarre, Rhénanie-Palatinat, le Bade-Wurtemberg et la Suisse. Aujourd'hui, les sujets sur lesquels nous sommes en capacité d'avoir des coopérations transfrontalières sont la mobilité,
D'abord parce qu'il y a un problème d'usage, puisqu'on a par exemple entre Metz, en tout cas la Moselle et le Luxembourg, 100 000 frontaliers quotidiens, donc les pendulaires. Donc ça, c'est un sujet sur lequel désormais on travaille ensemble. Et l'autre sujet, si on regarde économie, innovation, c'est la question du digital et notamment la santé et le digital, avec 2 grands projets européens, Gaia-X et Clinova, sur les données et puis le traitement des données pour essayer d'accélérer aussi, j'allais dire, nos clouds souverains et les solutions de e-santé. Donc ça, c'est vraiment les 2 sujets sur lesquels aujourd'hui on est en capacité de travailler. Sur les autres, je dirais qu'on a besoin de progresser, notamment sur la croissance externe des entreprises, puisqu'on voit qu'on a du mal à convaincre d'un côté et de l'autre de la frontière à vendre à nos petits camarades. Alors, je voulais savoir si on avait retrouvé Grégoire Chauvière-Le Drian de la BU. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous avez réussi à vous reconnecter, Grégoire? Non, visiblement. Moi, je vous entends très bien. Bon, là, j'ai quelques doutes parfait, sur le fait que vous m'entendiez correctement. Bon, on va réessayer. On va réessayer pour les 3 dernières minutes. Donc, Grégoire, expliquez-nous un petit peu les instruments de la BEI, effectivement, pour travailler sur les relocalisations. Et on verra s'ils sont pas, si c'est pas trop haché. Alors, je vais simplement essayer, mais pour dire en 2 mots qu'aujourd'hui, il y a un élan européen qui est très important, qui était porté déjà par la Banque européenne d'investissement, qui a investi plus de 60 milliards d'euros par an en Europe. L'année dernière, c'était 10 milliards sur le territoire en France. Il y a aujourd'hui un élan très fort qui est porté par l'Union européenne. Preuve en est ce plan de relance de 750 milliards qui pousse à l'investissement. Avec des priorités qui sont réaffirmées, en particulier vers la transition énergétique. Donc, ce sont des solutions de financement qui promeuvent toutes les solutions qui favorisent la transition énergétique et les projets qui ont un impact positif sur le climat, et l'innovation, avec la conviction en particulier à la BEI, la Banque européenne, qui veut devenir la Banque européenne du climat, que l'innovation en particulier peut être en moteur de la transition énergétique. Mais je vous donne simplement un élément en tête, c'est là-dessus que j'ai découpé tout à l'heure. Cette transition énergétique ne doit pas nous pousser vers une autre dépendance énergétique. Et c'est le sens aujourd'hui des financements que l'on peut faire sur l'ensemble de la filière, en particulier des batteries électriques, c'est-à-dire la production, l'utilisation, mais aussi le recyclage. Et dans la production, l'idée, en s'affranchissant d'une dépendance gazière ou pétrolière, des énergies fossiles, l'idée n'est pas de créer une nouvelle dépendance à l'Asie ou aux États-Unis sur les batteries électriques. Et la BEI a pour cela financé la première usine de production de batteries électriques, alors pas sur le territoire français, mais en Suède. C'est un financement. C'est une opération qui était au départ avec des outils extrêmement pour la BEI. L'entreprise s'appelle Nord. Mais l'idée est de réduire Grégoire, le son est vraiment… Grégoire, on ne vous entend plus. Franchement, le son est beaucoup trop haché. Je suis désolé, je suis obligé de vous couper. Je voulais juste donner, on arrive malheureusement, ça va très très vite au terme de cette rencontre. Serge Guillon, je voulais quand même vous donner la parole une dernière fois peut-être pour conclure. Est-ce que vous qui avez travaillé au plus près des politiques en tant que SGAE, qu'est-ce qui aujourd'hui, pour les années à venir, qu'est-ce qui manque finalement à l'Europe pour impulser encore un petit peu plus cette politique de relocalisation vis-à-vis des entreprises? Est-ce qu'aujourd'hui, le politique a encore une influence sur le monde de l'entreprise pour les pousser un peu plus à relocaliser, à votre avis? C'est à la fois un sujet national et un sujet européen, parce que les Européens eux-mêmes ont des intérêts divergents. Ils ont des intérêts divergents parce que certains pays européens sont allés très loin dans les délocalisations à l'extérieur de l'Union européenne, et ça a évidemment des incidences en ce qui concerne leur position dans ce domaine. Des intérêts divergents parce que d'autres pays européens sont des bénéficiaires de délocalisation interne à l'Union européenne. Donc, dans un contexte où les intérêts sont aussi divergents, c'est assez compliqué de promouvoir une politique industrielle dans ce domaine. Je dirais qu'au-delà d'une politique de relocalisation, il y a une première étape qui est une politique de prévention des délocalisations, avant même de penser relocalisation. Et la prévention des délocalisations, c'est une politique qui est conduite dans certains pays. Par exemple, la Suède a une agence de prévention des délocalisations.
Et peut-être qu'il faudrait s'en inspirer pour essayer de promouvoir au niveau européen ce type de prévention. Mais ça veut dire aussi passer à d'autres étapes. La politique industrielle, c'est une politique dérivée, c'est une politique qui a très peu d'outils spécifiques. Elle a peu d'outils réglementaires, elle a peu d'outils budgétaires et financiers. Et c'est une politique qui est en contradiction souvent avec d'autres politiques européennes. Donc, si on veut prévenir les délocalisations et si on veut favoriser des relocalisations, il faut des arbitrages au plus haut niveau de la Commission européenne et ensuite du Conseil européen pour trancher les conflits entre la politique de l'environnement, par exemple, et la politique industrielle. Et il est évident que vous avez un certain nombre de politiques européennes qui nuisent à la compétitivité des entreprises et qui donc favorisent les délocalisations. C'est le phénomène qu'on a appelé des fuites de carbone. Mais c'est vrai dans beaucoup de secteurs. Quand vous développez au nom du bien-être animal des interdictions en ce qui concerne les essais sur les animaux, eh bien, vous conduisez la plupart des grands laboratoires à déménager, à délocaliser. Donc, ça implique des arbitrages au plus haut niveau, aussi bien du côté de la Commission européenne que du Conseil européen, pour que les objectifs contradictoires de certaines politiques européennes soient mis en cohérence. Merci Serge, on a pris 5 petites minutes en plus pour cette table ronde, désolé, hein, mais on a eu des petits problèmes de connexion, en tout cas je pense que c'était quand même fort intéressant